Je vous cède immédiatement la parole puisque nous reprenons nos travaux sur l'adoption du principe du projet de loi 198, loi modifiant le Code civil afin d'assurer une plus grande protection aux locataires aînés contre la reprise de logements ou les évictions. Alors, Madame la députée de Lapinière, je vous cède immédiatement la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, je tente de reprendre où j'étais arrêtée en début d'intervention avant que les travaux soient mis sur pause. Donc, le projet de loi 198, comme vous l'avez dit, loi modifiant le Code civil afin d'assurer une plus grande protection aux locataires aînés contre les reprises de logements ou les évictions. Je disais essentiellement plus tôt aujourd'hui que ce projet de loi 198 était essentiellement un amendement qui avait été apporté par le deuxième groupe d'opposition durant l'étude du projet de loi 31 sur l'habitation. Le fait qu'il revient, que la question revient ici montre que ce n'est pas réglé. Et la question du logement et des aînés, pour lesquels je vais parler davantage puisque je suis porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés. Donc, c'est une grande question, je dirais, qui dépasse même le champ de ce projet de loi. Mais c'est important de rappeler à chaque occasion qu'il faut s'assurer que les aînés puissent vivre dans la dignité au Québec et dans la sécurité. Donc, je disais que pour moi, le fait que ce soit si difficile en ce moment pour le logement et pour les aînés, que c'était un échec de la CAQ d'avoir nié la crise du logement pendant si longtemps, d'avoir attendu à la toute dernière journée de la session parlementaire 22-23 avant de déposer un projet de loi en habitation, d'avoir laissé aller les fermetures de RPA par centaines, et puis d'avoir mis aussi tous ses œufs dans le même panier, celui des maisons des aînés, maisons alternatives, d'avoir totalement perdu le contrôle du coût des maisons des aînés et maisons alternatives. Rappelez-vous, Madame la Présidente, que la construction devait coûter 380 000 par porte. C'est rendu à 1 million par porte. Et je ne parle pas des places inoccupées en maison des aînés, faute d'avoir mobilisé le personnel, d'avoir trouvé le personnel à temps. Et là, on est en train d'assister à un roulement de personnel important dans certaines maisons des aînés parce que le personnel n'a pas été préparé à ce nouveau milieu de travail pour eux. Alors, tout le monde, c'est pour tout le monde que la crise de l'habitation est un problème au Québec. Évidemment, pas tout le monde n'est touché. Il y a des personnes qui ont la chance d'être établies dans leur propriété depuis longtemps, de ne pas avoir à bouger et puis s'ils ont la chance de ne plus avoir d'hypothèque à renouveler, tant mieux. Ce ne sont pas les plus nombreux, bien entendu. Mais en matière d'habitation, pour les personnes aînées, les difficultés sont énormes. À mon sens, elles sont plus grandes encore que les difficultés vécues généralement par la majorité de la population. Et pourquoi je dis ça? Parce que, bon, d'une part, les personnes aînées sont frappées comme tout le monde de plein fouet par la crise du logement, mais aussi parce qu'ils sont nombreux à être confrontés à des défis quasi insurmontables. Au premier chef, le revenu est un revenu fixe ou à peine indexé. S'ils n'ont pas eu la chance de travailler dans un domaine où vous avez un régime de retraite généreux ou à cotisation déterminée, ils ne sont pas parmi les plus chanceux, parmi les plus nantis. Et donc, la majorité ont un revenu fixe qui est plafonné. Et ça rend très difficile pour eux d'avoir la capacité d'affronter le climat économique et la crise du logement actuelle. Je rappelle qu'il y a près de 800 000 aînés au Québec qui vivent avec des revenus de 25 000 ou moins. Alors, quand on parle de 25 000 ou moins, là, on ne vit pas riche avec ça. Ça prend une grande discipline pour réussir à joindre les deux bouts. Pour ceux et celles qui sont locataires, bien, il n'y a pas seulement les évictions qui sont une difficulté, quoique c'est évidemment majeur, mais la simple hausse du coût de la vie et la hausse normale du loyer fait en sorte que certains perdent leur appartement parce qu'ils ne peuvent pas payer la hausse, même si c'est une hausse qui est jugée raisonnable. Et je pense à une dame qui a été serveuse
toute sa vie, qui est assez âgée, qui continue de travailler au même restaurant à Montréal et qui a perdu son logement parce qu'elle ne peut plus le payer. Elle a aussi perdu tous les biens qu'elle avait dans son logement parce que là, elle habite dans un refuge avec des sacs. Et chaque matin, elle part du refuge pour aller travailler avec ses sacs. Tout ce qui lui reste, c'est ce qu'il y a dans ses sacs. Et elle va travailler, puis quand elle revient au refuge, bien, elle n'est pas sûre d'avoir une place pour ce soir-là. Alors, c'est vraiment infernal des situations comme ça. Je pense aussi, dans les cas d'éviction que vise ce projet de loi, je pense aussi à la dame en Outaouais au 1er juillet dernier qui, elle, avait été évincée parce que le propriétaire reprenait le logement pour son propre fils. Alors, cette dame-là, bien, elle n'avait pas les moyens de payer les loyers qui restaient sur le marché. Elle s'est retrouvée à être itinérante. C'est une dame âgée, diabétique. Elle montrait à la télévision son sac de médicaments. Et elle était terrifiée parce qu'elle vivait dans une tente puis elle avait peur de se faire violer et de se faire attaquer. C'est pas la première fois que j'utilise cet exemple-là. C'est un exemple brise-cœur, mais j'en ai été traumatisée quand j'ai vu ça aux nouvelles parce que je me disais, ça se peut pas dans une société comme le Québec, une société accueillante, une société qui est fière, une société qui veut réussir, que les personnes aînées soient rendues dans cette situation-là. C'est pas bon pour les personnes plus jeunes non plus, mais les aînés qui sont plus vulnérables, c'est vraiment difficile. Alors, ce matin, j'entendais la ministre de l'Habitation qui disait que pour elle, il fallait donner le temps à son projet de loi sur l'habitation, donc qui a été adopté récemment, il fallait donner le temps à ce projet de loi-là de faire son œuvre. Mais pour les deux cas dont je viens de vous parler, Madame la Présidente, le temps de faire son œuvre pour le projet de loi, c'est trop tard. Comment on va s'occuper de ces personnes-là? C'est quand même pas des farces, là, en 2024. On n'est pas assuré, quand on est une personne aînée au Québec, d'avoir un toit pour le reste de ses jours. On peut avoir des cas où c'est un couple qui vit dans sa maison depuis toujours, ça va bien. Un jour, un des deux décède. Qu'est-ce qui arrive? Le revenu de la personne qui reste est de beaucoup amputé. Et puis, statistiquement, évidemment, ce n'est pas dans tous les cas, mais statistiquement, ce sont majoritairement des femmes qui survivent à leur conjoint. Souvent, ce sont des femmes qui ont travaillé à un salaire moindre ou qui, selon les générations, qui n'ont peut-être pas beaucoup travaillé à l'extérieur de la maison, donc qui n'ont pas beaucoup cotisé au RRQ. Mais avec ce que recevait le conjoint, ils arrivaient à joindre les deux bouts. Conjoint décède, la dame reste avec une rente de conjoint survivant. Devient difficile de payer tous les frais reliés à la maison. Bien, elle aussi, elle doit se trouver un logement si elle vend sa maison. Elle va être capable de payer son logement pendant un certain temps avec la vente de la maison. Mais pour combien de temps? Quand on se dit, est-ce que je suis capable de vendre ma maison pour profiter du fruit de cet investissement-là pour me loger pour le reste de mes jours, mais qu'on n'est pas sûr, parce qu'évidemment, on ne sait pas jusqu'à quel âge on va vivre. Il y a une question de société qui se pose ici, là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question du logement et des aînés, la précarité d'un grand nombre d'aînés au Québec en matière de logement, bien, c'est beaucoup plus large que le simple, bien, pas le simple, mais que le seul objectif du projet de loi qui est devant nous. Des personnes tombent malades aussi. Bon, on peut dire que la personne va aller en CHSLD, mais vous savez comme moi, Madame la Présidente, que c'est très difficile d'avoir une place en CHSLD parce que les listes d'attente sont longues. Pour les RPA, bien, il y a toute une panoplie de problèmes, outre le fait qu'il y en a des centaines qui ferment. Bien, le type de RPA qui peut vous accueillir selon les besoins que vous avez et le coût qui est relié à ça, quand on voit des personnes qui se logeaient à 3 000 $, qui est très coûteux dans une RPA, 3 000 $ par mois. Et oups, parce que là, avec les changements qui viennent d'être faits, où c'est le CIS ou le SUS qui paye la résidence pour les soins, mais c'est sur le bail de la personne. Et là, ça passe à 6 000 $. Et c'est la personne qui en est responsable légalement. Alors là, on parle de 72 000 $ par année pour se loger. Qui est-ce qui se loge à 72 000 $ au Québec? C'est vraiment difficile. Alors, la question, elle est vaste
Et puis, elle est importante pour mes parents, pour vos parents, pour tous nos parents. Et pour nous aussi, parce qu'on se dirige là aussi. Et on parle beaucoup de virage de soutien à domicile. Mais il y a une chose qui est essentielle. Pour faire un virage de soutien à domicile, il faut que les gens aient un domicile salubre aussi, où les personnes pourront avoir des soins ou de l'aide pour les activités domestiques. Bref, pour toutes ces raisons, nous allons voter en faveur du principe du projet de loi 198 et j'espère que si le gouvernement appelle ce projet de loi pour l'étude détaillée, qu'il y aura des consultations parce que c'est une question qui est très vaste et il faut analyser les possibilités et s'assurer que ce qui sera choisi, ce qui sera voté, sera la meilleure solution pour répondre aux besoins. Merci beaucoup, Madame la Présidente.